Bonjour à vous, une fois encore depuis le Festival indien du Prana, première édition 2020, avec le grand plaisir de me retrouver en compagnie de Pascal Martelly, bonjour. Bonjour, bonjour. Salut Gabriel. Pascal Martelly que vous connaissez très certainement, et avec qui j'avais envie de m'entretenir sur ces trois thématiques de la santé, de la conscience et du bonheur, tout simplement, puisque c'est vrai qu'énormément de choses ont été dites maintenant sur le prana, sur l'aventure pranique, sur la pause pranique, l'état pranique, la conscience pranique. Finalement, tout le monde sait tout, hein, maintenant, il y a tellement de choses sur Internet, et que pour aller un petit peu plus loin que la question toujours trop restrictive, à mon sens, du prana en tant que tel, tout ça à replacer dans le contexte de la vie, le but de la vie étant d'être en pleine santé, de se réaliser, d'être heureux, et bien j'avais envie de te demander un petit peu comment tu te situais par rapport à ça. Mais dans un premier temps, pour ceux et celles qui peut-être ne te connaîtraient pas encore, pourrais-tu te présenter rapidement? Volontiers. Alors tout d'abord, merci bien Gabriel de m'inviter pour cette discussion. Je vais t'avouer que j'ai regardé pas mal tes vidéos. Chaque fois, ça m'a aussi un peu inspiré. En tout cas, ça m'a amené aussi des réponses à certains questionnements que j'avais. Alors, juste par rapport à ce que tu as dit, dans le sens revenir sur l'essentiel de qu'est-ce que c'est la santé, le bonheur et la conscience, pour moi, ça fait beaucoup de sens. Parce que justement, la conclusion que j'ai obtenue ces derniers jours par rapport à tous ces speakers, c'est que chacun, en fait, a trouvé son chemin, et son chemin est complètement différent d'une personne à l'autre. Alors, au final, ok, le chemin est différent, mais on devrait tous arriver au même point. Et ce même point, ce serait justement se réaliser dans l'instant présent avec le sourire, avec le bonheur. Et puis, pour y arriver, on va dire peu importe chacun son chemin. Par contre, au fur et à mesure de notre chemin, on va arriver à une définition un petit peu différente de ces trois paradigmes. Et c'est pour ça que ça fait beaucoup de sens pour moi de parler de ça. Donc, succinctement, qui es-tu, d'où viens-tu, où habites-tu, que fais-tu? Alors, je suis Pascal Martelly, je suis suisse. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu la Suisse, je viens du canton de Fribourg. Là, j'habite dans un petit village perdu dans la montagne. Ça s'appelle Charmey. J'ai 38 ans. Et puis mon background, alors j'ai un background assez scientifique. J'ai passé pas mal d'années, on va dire, sur les bancs d'études. J'ai fait un doctorat de physique. Après, je me suis redirigé vers la neurophysique. Et puis, c'est un petit peu là où mon expérience, on va dire, énergétique, mon expérience, on va dire, spirituelle a commencé. C'est quand j'ai commencé à travailler sur les états modifiés de conscience, sur les états de méditation profonds, et puis aussi sur les rêves lucides. Donc les rêves lucides, c'est quand on réveille notre conscience dans l'état de rêve. Qu'est-ce qui fait que tu as travaillé sur les états modifiés de conscience? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Alors, il y a eu, on va dire, différentes expériences particulières qui m'ont poussé gentiment sur mon chemin de spiritualité à réaliser qu'il y avait quelque chose qui était beaucoup plus large. Mais je pense qu'il y a une expérience plus particulière. J'ai fait un cours de Reiki, donc imposition des mains énergétiques. Et puis quand j'ai posé les mains sur la personne qui travaillait avec moi, j'ai pu commencer à voir un petit peu ce qui s'est passé dans sa vie, quand ça s'est passé, où ça s'est passé, avec qui, etc. Et puis j'étais un petit peu surpris de toutes ces informations qui venaient. Puis je lui ai demandé au prof de Reiki, j'ai dit est-ce que ça fait partie du cours de Reiki? Il m'a dit non, ça c'est autre chose. Ok. Et puis j'ai commencé à lire un petit peu par rapport à la médiumnité, lire un petit peu plus sur ce qui se passe dans le monde de l'invisible, on va dire ça comme ça. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à réaliser que le boulot me nourrissait plus suffisamment par rapport à ce que je faisais et je devais changer quelque chose. Soit je devais changer mon attitude par rapport au boulot, soit je devais carrément changer mon boulot. Et puis j'ai réussi à trouver un petit peu un compromis pour m'intéresser justement à voir comment notre subconscient fonctionne aussi, ou notre spiritualité fonctionne au travers du fonctionnement du cerveau. Quand tu dis ton boulot, étant scientifique, j'ai envie de dire trop de mental, trop de cartésien, trop de limitation du fait du mental qui par définition est limitant. Et tu avais besoin de quelque chose de plus vaste. Voilà. Alors, j'ai l'impression que j'avais aussi quand même cette intuition qui fonctionnait depuis longtemps en background, si on peut dire ça comme ça, mais j'en avais pas vraiment conscience. Je ne savais pas que les autres ne fonctionnaient pas de la même façon et je ne pouvais pas aussi l'exprimer de manière complète. Dans le sens que souvent, je savais exactement où était le résultat par rapport à mes équations, à ce que je devais obtenir au niveau de ma physique. Et après, je devais juste utiliser mon cerveau rationnel pour arriver avec les équations, arriver à la réponse. Mais souvent, l'intuition était juste initiale. Je savais exactement qu'est-ce que je devais faire pour aller. Mais là, à un moment ou l'autre, j'ai senti qu'il y a une partie de moi qui voulait aussi se manifester. Et cette partie de moi, c'était, on va dire, plutôt le cerveau droit. Le cerveau plutôt dans cette vision globale des choses, dans cette vision plus intuitive, et surtout détaché du temps. Parce que le cerveau rationnel est toujours un petit peu en train de calculer qu'est-ce qui va se passer demain, après-demain, etc. Et ce qui donne un certain équilibre finalement entre le cartésien et l'intuitif finalement, entre le temporel et l'atemporel, entre la physique newtonienne et la physique quantique. On pourrait développer tout ça. Dans ton parcours prana,
Je crois que tu as fait 21 jours en 2014, c'est ça? Oui, c'est juste, oui. Alors 2014 ou 2015, je l'ai fait au début où Nicole faisait ses processus. Alors oui, il faut que je regarde. Tu as réalisé un processus pranique, une pause alimentaire pranique en 2014 ou 2015. Voilà, exactement. Aujourd'hui, t'en es où avec le prana? Alors, on va dire ça comme ça. Quand j'ai du temps, pour moi, je me suis fait avec de l'eau. Dans le sens que quand je pars en vacances et puis j'ai l'occasion de marcher aussi dans la nature, j'ai plus aucun besoin d'autre chose que de temps en temps de l'eau. Quand je suis, on va dire, dans le contexte thérapeutique où j'ai tous les jours des clients qui viennent, où de temps en temps je donne des cours pendant les week-ends où il y a pas mal de brassage, on va dire, énergétique, là j'aime bien aussi passer avec des jus. Pour l'instant, on va dire, je profite très agréablement de prendre des jus de fruits, des choses comme ça. Je sais qu'il y a une période clé où j'ai dû plutôt partir vers les jus de légumes parce que dans les jus de fruits, souvent il y a beaucoup de fructose. Ouais. Et puis ça mène un craving, ça mène une faim très particulière dans le cerveau. Ouais. Moi, j'appelle ça une faim électrique. Puis en fait, on n'a pas besoin de l'aliment en tant que tel, on a juste besoin de cette stimulation, on va dire, électrique dans le cerveau. Et puis, dans les légumes, il y a beaucoup moins de sucre. Et puis, ça m'aidait aussi pendant toute une période d'intégration, on va dire, après ce processus, pour revenir un petit peu plus dans mon corps. Alors, quand on mange un petit peu moins de manière naturelle, j'ai l'impression qu'on va changer notre fréquence vibratoire. Mais aussi, souvent, ce qui se passe, et ça, c'est notre corps physique, notre corps énergétique va prendre un petit peu le large. Et souvent, ce qui nous manque après, c'est nos racines. Et c'est ça qui fait la différence. Est-ce qu'au travers du jeûne, je peux aussi nourrir mon corps physique ou pas? Et puis, si on arrive à garder nos racines solides et puis profiter de cette élévation de vibration, alors là, c'est parfait. Mais moi, il m'a fallu une petite injonction supplémentaire extérieure au niveau des jus de légumes pour arriver à faire ça. Très bien. Juste par rapport, avant que je commence ce processus, moi, ce que j'ai remarqué, c'est plutôt, on va dire, ok, donc je fais beaucoup de soins énergétiques, c'est au travers de week-ends de guérison qu'en fait les premiers états spontanés praniques sont arrivés. Donc je me mettais en méditation, on appelle ça un état de transe quand on invite le monde spirituel, et puis c'était 6 heures, 7 heures d'état de transe en fait par jour sur le week-end. Et puis les jours qui suivaient, je sentais que j'ai beaucoup moins besoin de dormir et j'ai aussi plus d'appétit. C'est comme si j'étais, on va dire, complet, autant au niveau émotionnel, mental que physique. Et puis, je ne sais pas trop ce qui se passait, j'ai interrogé un petit peu le net, puis après là, je suis arrivé, ok, ça s'appelle l'état pranique, etc. Et puis, quelques 6 mois, 8 mois après, j'ai fait le processus avec Henri Montfort et Nicolas. Bien. Quelle aventure, hein? Oui. Tout ça nous amenant à 3 thématiques centrales. Définition et c'est intéressant d'un point de vue cartésien, puisque le physicien et l'infirmier, l'infirmier qui n'exerce plus mais qui reste infirmier, avec ses repères, hein, bien sûr, et nous avons ce point en commun d'un certain regard, d'abord sur la santé. Qu'est-ce que serait pour toi la santé, très succinctement? Alors, pour moi, le bonheur, c'est notre capacité d'être heureux. Et si on regarde un tout petit peu plus dans les détails, qu'est-ce que ça veut dire d'être heureux? C'est pas pour moi une expérience de pensée. Si je reviens un petit peu avec les babouchkas, les poupées russes, donc il y a un corps physique, mais en fait c'est pas qui on est aussi toutes les autres couches derrière, c'est-à-dire il y a aussi le corps émotionnel, mental et spirituel. Et pour moi le bonheur il vient pas juste dans la couche mentale, dans le sens que si je pense que je suis heureux, parce qu'à l'instant que j'arrête de penser que je suis heureux, moi je suis plus heureux. Donc pour moi c'est vraiment une expérience qui se passe au niveau du corps physique, ça veut dire que c'est le corps qui émane une santé idéale et qui va même émaner encore plus que ça, dans le sens qu'il va émaner une expérience de sérénité, de plénitude, de gratitude. Et pour arriver à informer le corps physique de ces informations, il faut qu'on ait pu nettoyer complètement le corps émotionnel. Donc, c'est-à-dire qu'au travers de penser être dans le bonheur, que en fait, cette information puisse migrer juste dans le corps physique. Et si nos cellules sont en pleine forme, alors là, il y aura cette notion de bonheur qui va arriver de manière naturelle. Et tout cela en conscience. Et tout ça en conscience. Et non pas avec le mental. Et non pas en réflexion. Dans le ressenti plus que dans la réflexion. Ce qui veut dire, si j'ai bien entendu, que pour toi, santé, conscience et bonheur sont intrinsèquement liés. Intimement liés. Oui, c'est juste. Pour moi, le mental, c'est une expérience de faire. Or, le bonheur, ça doit être une expérience d'être. Donc, comme tu l'as dit, c'est vraiment d'amener sa conscience aussi dans son corps. Alors, pas que dans son corps, on devrait être aussi connecté avec son corps émotionnel, avec les sentiments agréables, mais aussi avec notre mental et toutes les couches spirituelles. Et si je regarde juste dans notre société à l'heure actuelle, souvent les gens, ils ne sont pas à la maison, dans le sens qu'avec leur pensée ou leur conscience, ils sont toujours à l'extérieur. Et puis quand ils sont chez eux, ils sont souvent dans leur mental. Et ça demande beaucoup d'efforts pour faire déjà la première étape. Et puis après de répartir cette conscience au travers de toutes les couches. Mais pour moi, c'est la seule solution pour être dans le bonheur.
J'aurais juste envie de rajouter une toute petite chose par rapport au bonheur. Le bonheur, il nous attend dès le départ dans l'instant présent. Donc tant qu'on le cherche ailleurs, on ne va pas le trouver. Mais en fait, dès qu'on arrive à être un petit peu plus dans l'instant présent, en fait, c'est lui qui nous rattrape. Et puis là, on peut être juste le témoin de qu'est-ce qui se manifeste. Ailleurs voulant dire? Dans le passé ou dans le futur. Ouais. D'accord. Là, je m'adresserai volontiers aux physiciens. Nous disons que le temps est un repli de l'espace. Et dans ce cas-là, si l'espace est un repli du temps, qui dit santé, qui dit circulation de l'énergie de vie, qui dit conscience, donc présence au présent, qui dit bonheur et donc conscience de cette connexion à la vie, dit qu'à un moment donné, tout cela tient d'un non-espace et d'un non-temps. Point d'interrogation, ce à quoi je te propose de donner ton regard. Est-ce que finalement, le ici maintenant n'est justement pas quelque chose qui soit au-delà du temps, au-delà de l'espace? Alors, on pourrait juste pour résumer dire que la notion d'espace-temps, c'est quelque chose qui est lié directement avec notre dualité. Voilà. Puis si on parle de notre higher self, de notre nature divine, là on sera vraiment hors de l'espace-temps. Pour moi, il y a trois illusions à transcender. Il y a l'espace, le temps, mais la troisième, c'est aussi la fréquence vibratoire. Et si justement on arrive à changer notre perception de qu'est-ce qui se passe dans l'ici et maintenant, en fait, on va transcender l'espace et dans le temps. Alors, le temps, pour moi, il n'est pas linéaire. Moi, souvent, je plaisante en disant, mais heureux les amnésiques, parce que chaque matin, ils ouvrent les yeux, puis ils disent, ok, ben, je vais être qui aujourd'hui? Je vais pouvoir me découvrir pleinement, de savoir qui je suis. Parce que souvent, notre mental, il cherche à créer une histoire, c'est-à-dire le qui j'étais hier va créer un fil d'histoire, et puis je vais me limiter aujourd'hui par rapport à qui j'étais hier. Et puis par rapport à ces notions d'espace, là on a parlé pendant ce festival plusieurs fois de rematérialisation, d'être avec notre conscience dans différents endroits, etc. Donc aussi la notion d'espace vient presque comme une notion illusoire une fois qu'on a pu travailler sur notre vibration. Et pour moi, ce troisième paradigme, ce changement vibratoire va, on va dire, transcender l'illusion de l'espace et de temps. Oui, vas-y seulement. Tu parles de transcendance, tu parles de l'illusion. Un mot me vient à l'esprit, se désidentifier. Ça peut être ça la démarche? Alors oui, dans le sens des identifications par rapport à nos expériences de séparation. Ce que j'entends par ego, justement, c'est l'expérience de séparation et ce n'est pas la personnalité. Mais on pourrait parler de réidentification par rapport à notre nature divine. Et cette nature divine, en fait, elle est commune à tout le monde. Donc quelqu'un qui a travaillé sur lui, en fait, il va se connecter à son soi supérieur. Mais en fait, le soi supérieur d'un individu va correspondre exactement au soi supérieur d'un autre individu. Moi, j'aime bien la métaphore avec l'océan et puis on voit de temps en temps ces vagues. Alors, si on est au sommet de la vague, puis on regarde un petit peu ce qui se passe autour de nous, on réalisera qu'il y aura d'autres vagues un petit peu plus loin, puis on réalisera la séparation. Mais si on arrive à travailler sur nous, puis rentrer un petit peu plus dans la profondeur de qui on va arriver jusqu'au niveau de l'océan. Et là, on va réaliser qu'on est tous en train de baigner exactement dans le même liquide. Et là, on peut parler de champ morphogénétique, de field, de quantum field. Là, on arrive vraiment dans cet amour inconditionnel. Le champ quantique. Champ quantique, oui. Quantique, océan de vie. Voilà. Ouais. Voir le divin. Voir le divin, voilà, c'est ça. Bien, super. Est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose? Alors, par rapport à cette notion de santé, ce que j'ai envie de dire, la première chose, ce serait peut-être de créer une communication possible entre toutes les couches de qui on est. Parce que dans mon cadre thérapeutique, je vois souvent des personnes qui viennent et ils sont complètement déconnectés. Ça veut dire qu'à un moment ou l'autre, ils ont eu, on va dire, trop de souffrance par rapport à leur corps émotionnel ou leur corps physique et ils ont bloqué l'accès. Ça veut dire qu'ils ont mis sous le tapis beaucoup d'émotions. Et souvent, ça demande beaucoup de courage, beaucoup de patience vis-à-vis de soi pour être capable de se rouvrir à son corps émotionnel. Mais en fait, on est obligé de passer par son corps émotionnel pour après en fait libérer notre corps physique. J'ai envie de dire ça comme ça, si on regarde la cause de tous les problèmes, ça se passe dans la couche atmique. Donc c'est la dernière couche spirituelle, c'est la reliance que j'ai avec le divin. S'il y a une partie de moi qui n'est pas capable de dire je suis Dieu, alors évidemment ça peut sembler un petit peu étonnant de dire je suis Dieu, comme ça on pourrait penser qu'il y a beaucoup d'ego, quoi que ce soit, mais si on arrive à le dire avec beaucoup d'humilité et dire qu'on fait partie de tout cet océan, alors là c'est la clé à mon avis pour le succès, en tout cas pour le bonheur. Et puis par rapport à ce paradigme, si par exemple il y a une croyance qui me dit ah mais je
je suis pas assez grand, je ne suis pas assez fort pour recevoir cet amour divin, eh bien, il y aura plein de problèmes qui vont arriver. Donc il y aura d'abord au niveau mental des croyances limitantes qui vont se manifester. Ah, comme je ne suis pas suffisant pour recevoir l'amour de Dieu, je suis obligé d'être dans l'action. Donc 10 heures par jour, je vais devoir travailler. Après, ça aura un autre impact au niveau émotionnel. Je serai triste parce que j'aurai l'impression que je ne suis pas respecté vis-à-vis des autres. Puis après, au niveau physique, j'aurai peut-être des problèmes au niveau des genoux, etc. Donc tout ça, ça correspondra directement avec la connexion que j'ai avec ma nature divine. Voilà. Donc ça résume en fait l'accès pour le bonheur. Et puis qu'est-ce que ça veut dire pour moi la guérison ou l'état de santé? C'est d'être connecté au travers de ces 3 couches et que l'énergie puisse circuler librement. J'ai envie de te proposer cette dernière question. Depuis 2014-2015, au travers de l'aventure prana, prana qui est à la fois santé, conscience et, dans le meilleur des cas, joie, bonheur, amour. Qu'est-ce que cette aventure depuis 2014-2015 finalement t'a apporté jusqu'à aujourd'hui? Quel est ton regard sur ton parcours personnel? Alors j'ai envie de dire que le travail sur le prana, parce que je veux bien parler de travail, c'est pas simple. On va dire qu'il y a beaucoup de travail personnel à faire. C'était un enseignant qui était extrêmement fort pour moi. Alors j'ai envie de dire qu'il y a plein de façons différentes pour pouvoir se retrouver dans sa nature divine. Il y a des gens qui vont travailler sur la musique, d'autres sur la danse, etc. Donc on a plein de façons différentes. Pour moi, le fait de travailler sur son alimentation et l'écoute de qui on est au travers de notre corps physique a été, on va dire, une démarche assez rigoureuse, assez difficile. Donc j'ai dû avoir beaucoup de volonté, beaucoup de patience sur moi. Mais au final, c'était un chemin vraiment de libération. Et peu importe, on va dire, où on se trouve sur le chemin du prana, ce qui est important, c'est comment on a réussi à coupler, on va dire, notre spiritualité avec le prana. Parce que j'ai aussi remarqué, c'est qu'il y a des personnes qui ont pu manifester un état pranique, mais ils ne sont pas dans l'expérience d'être. Ils sont vraiment dans une expérience plutôt de faire, et tous les jours, ils vont devoir faire beaucoup d'heures de tai chi et compagnie pour ramener cette énergie. Pour moi, le prana, c'est quelque chose d'autre. C'est une expérience plutôt de lâcher prise, une expérience d'être. Et peu importe s'il faut 2 ans ou 3 ans de plus pour y arriver, ce qui est important, c'est comment on a réussi à faire notre évolution spirituelle avec l'évolution pranique. Et je dirais même, peu importe si ça n'arrive jamais. Parce que j'ai cette conviction, qui n'engage que moi, que l'état pranique, l'autonomie alimentaire, n'est pas forcément inscrit pour tout le monde dans cette incarnation-là, justement. Et que ce n'est en plus pas gage d'un certain bonheur, d'un plus grand bonheur, que d'être pranique, au sens autonomie alimentaire. Oui, ça fait beaucoup de sens. Moi, j'ai vu des personnes simplement en enlevant, on va dire, les produits laitiers et la viande, déjà atteindre des états de grâce assez incroyables. Puis d'autres personnes, ils sont obligés d'être pendant 3 semaines sans eau, bon, peut-être pas sans eau 3 semaines, mais sans nourriture, juste avec de l'eau pendant 3 semaines, pour atteindre ces états de grâce. Donc en fait, c'est vraiment notre connexion qu'on a avec notre spiritualité qui va aussi définir de comment on peut bénéficier de cet état pranique. Bien. Oui. Merci à toi, Pascal. Merci, Gabriel. Nous poursuivons l'aventure pranique ici même en Inde. Nous allons rencontrer Prahlad Jani cet après-midi qui a fait le déplacement depuis sa grotte et qui est arrivé il y a peut-être 1 heure. Alors vous avez de la chance parce que c'est une vedette. En tout cas, dans la communauté pranique, c'est vraiment une vedette. C'est la vedette, on peut le dire. Merci à toi. Merci, Gabriel. Alors, bonne suite d'aventure, que ce soit avec le prana ou avec autre chose. En tout cas, restez connecté avec votre corps émotionnel. À mon avis, c'est la clé de la guérison et du bonheur. Voilà. Et à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.